Il existe une forme de solitude particulièrement poignante, celle qui s'installe lorsque vos propres enfants cessent de vous appeler. À 60 ans, Pierre Dubois ne connaissait que trop bien ce vide, et certains jours, le silence dans sa maison de campagne semblait sur le point de l'engloutir tout entier. Cherchant désespérément une distraction, n'importe laquelle, il se rendit à une vente aux enchères de garde-meubles et remporta un box pour 100 €. À l'intérieur ne se trouvait rien d'autre qu'un vieux coffre-fort rouillé, couvert de plusieurs décennies de poussière et de toiles d'araignée. La plupart des gens seraient repartis, déçus. Mais lorsque Pierre parvint enfin à le forcer, ce qu'il découvrit à l'intérieur n'avait pas seulement de la valeur. C'était intimement lié à son défunt père, Jean, un homme qu'il avait à peine connu. Cette découverte allait le plonger dans un mystère bien plus grand que lui. Ce coffre-fort oublié pourrait-il lui offrir la seconde chance qu'il cherchait? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si ce récit vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. La maison de campagne de Pierre Dubois se dressait au bout de la rue des Érables à Beaumont-sur-Loire, une petite ville tranquille de la vallée de la Loire où tout le monde connaissait ses voisins et où le rythme de la vie suivait le cours des saisons. La bâtisse à 2 étages, de style traditionnel, avait été son foyer pendant 35 ans, autrefois rempli des bruits des enfants courant dans les couloirs et du rire de Sarah qui s'échappait de la cuisine. Maintenant, elle n'abritait plus que le silence et des souvenirs qui s'alourdissaient chaque jour davantage. Sa routine matinale était devenue un rituel d'évitement. Pierre se levait à 6 heures, préparait le café dans une cafetière familiale et s'asseyait à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, parcourant des actualités qu'il absorbait à peine. La chaise en face de lui restait vide, bien que parfois il lui arrivait encore de poser une deuxième tasse avant de se souvenir. Sarah était partie depuis 3 ans maintenant, emportée par un cancer qui avait progressé plus vite qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Durant ces derniers mois, les enfants s'étaient mobilisés. Chloé arrivait de Paris un week-end sur 2, Léo descendait de Lyon dès qu'il le pouvait. Ils avaient reformé une famille, unie dans le deuil et l'amour. Mais après les funérailles, une fois la succession réglée et les affaires de Sarah distribuées, quelque chose avait changé. Les appels téléphoniques se firent plus courts. Les visites se transformèrent en excuses. Pour la Toussaint, Chloé avait prétexté des pressions professionnelles dans son cabinet de conseil. Noël avait apporté un SMS de Léo évoquant les obligations familiales de sa femme, Manon. Au printemps, Pierre avait cessé d'espérer leur retour. Il avait pris sa retraite de l'enseignement 2 ans plus tôt, tournant la page sur 3 décennies passées dans les salles de classe du lycée de Beaumont-sur-Loire. L'histoire était sa matière, et il aimait la façon dont les événements passés pouvaient éclairer les choix présents. Ses élèves l'appelaient Monsieur Dubois, avait rempli son bureau de cartes lors de son départ, promettant de rester en contact. Quelques-uns l'avaient fait, pendant un temps. Mais les gens passent à autre chose. C'est ce qu'ils font. Sa retraite était convenable. La maison était payée. Pierre avait tout ce dont il avait besoin, sauf une raison d'en profiter. Il avait commencé à faire des promenades, chaque semaine plus longues, explorant des quartiers qu'il avait traversés en voiture pendant des années sans vraiment les voir. Il s'était inscrit au club de lecture de la bibliothèque, mais se trouvait incapable de se concentrer sur les discussions. Monique Martin, sa voisine depuis 20 ans, avait remarqué sa dérive. « Tu t'effaces, Pierre » lui avait-elle dit un après-midi, debout sur son seuil avec un gratin dauphinois qu'elle venait de préparer. Monique avait 65 ans, veuve elle aussi, avec des cheveux argentés coupés courts et des yeux qui ne manquaient rien. « Je te vois passer devant chez moi à des heures étranges. Tu as maigri. C'est quand la dernière fois que tu as appelé un de tes enfants? Ils sont occupés, avait répondu Pierre, acceptant le plat avec une gratitude sincère. Chloé a cette grosse promotion qui arrive. Léo et Manon essaient d'acheter une maison. Et toi, tu attends qu'ils se souviennent que tu existes. Le ton de Monique était doux, mais ferme. Appelle-les, Pierre. N'attends pas qu'ils devinent que tu as besoin d'eux. Il avait essayé. Laisser des messages vocaux restés sans réponse. Envoyer des textos qui recevaient des réponses d'un seul mot des heures plus tard. Le mariage de Chloé battait de l'aile, il l'avait appris à force de questions prudentes. Léo se noyait dans son travail dans la tech, faisant des semaines de 70 heures. Ils avaient leur propre vie, leurs propres problèmes. Pierre comprenait. Il ne voulait pas être un fardeau. Mais la compréhension ne rendait pas la maison vide plus silencieuse.
Sur sa table de chevet se trouvait une photographie de 1975, l'une des rares que Pierre possédait de son père. Jean Dubois se tenait devant leur ancienne maison, portant des vêtements décontractés et une expression que Pierre avait passé des décennies à essayer de décoder. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait sévère, distant, comme s'il regardait au-delà de l'appareil photo vers quelque chose que lui seul pouvait voir. Pierre avait 10 ans lorsque cette photo avait été prise, encore assez jeune pour vouer un culte à son père sans le comprendre. Jean était mort quand Pierre avait 19 ans, d'une crise cardiaque à 52 ans. Ils n'avaient jamais été proches. Jean travaillait de longues heures dans ce qu'il décrivait vaguement comme un travail de communication pour l'armée, voyageait fréquemment et semblait plus à l'aise dans le silence. Pierre avait appris à ne pas poser de questions, sentant d'une manière ou d'une autre que son père préférait la distance entre eux. Après la mort de Jean, la mère de Pierre avait discrètement rangé ses affaires, ne parlant jamais beaucoup de l'homme qu'elle avait épousé. Elle était décédée il y a 15 ans, emportant avec elle les secrets qu'elle avait pu garder. Pierre s'était promis d'être différent avec ses propres enfants. Il avait entraîné leurs équipes de football, assisté à chaque pièce de théâtre de l'école, préparé le petit déjeuner le samedi matin. Il avait été présent de toutes les manières dont son père ne l'avait pas été. Et pourtant, le voilà, seul dans une maison trop grande pour une personne, se demandant où il s'était trompé. La vente aux enchères de garde-meubles avait été un accident, si tant est que quoi que ce soit dans la vie le soit vraiment. Pierre parcourait les annonces d'événements locaux un mercredi après-midi, cherchant n'importe quoi pour remplir le week-end qui approchait. Une production théâtrale communautaire, un marché de producteurs, un vide-grenier, puis, vente aux enchères publiques de garde-meubles. Entrepôt de Chinon, samedi 10h. Il n'était jamais allé à une vente aux enchères auparavant, ne les ayant vus que dans ces émissions de télé-réalité que Sarah aimait regarder, où les gens enchérissaient sur des box abandonnées, espérant trouver un trésor parmi les rebuts. Cela semblait être quelque chose à faire, un endroit où être qui n'était ni la maison vide ni une autre promenade sans but à travers la ville. Le samedi matin arriva avec un ciel clair et des températures douces pour un mois de septembre. Pierre parcourut les 30 kilomètres jusqu'à Chinon, une ville voisine qu'il avait traversée d'innombrables fois, mais jamais vraiment explorée. Le centre de stockage se trouvait à la périphérie industrielle de la ville, des rangées de box métalliques orange derrière une clôture en grillage. Une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées près du bureau, un mélange d'habitués aux yeux calculateurs et d'amateurs curieux comme lui. Le commissaire-priseur était un homme à la poitrine large nommé Don, qui expliqua rapidement les règles. Les box étaient vendus en l'état, contenu inconnu, paiement en espèces immédiatement après l'enchère gagnante. Ils auraient 48 heures pour vider leur achat. Pas de remboursement, pas de réclamation. Ils passèrent en revue 5 box avant que Don ne les mène au numéro 347. Il coupa le cadenas avec un coupe-boulon et leva la porte dans un grincement métallique. Pierre regarda à l'intérieur avec les autres. Le box était petit, peut-être 2,5 par 3 mètres, et contrairement aux autres, qui étaient remplis de meubles et de cartons, celui-ci semblait presque vide. Lot 347, annonça Don. Commençons les enchères à 50 €. Silence. Pierre comprenait pourquoi. Il ne semblait y avoir rien à l'intérieur, sauf ce qui ressemblait à une grande armoire métallique ou un coffre-fort contre le mur du fond, couvert de rouille et de toiles d'araignée. Pas de carton, pas de meubles, aucune promesse d'objet de valeur cachée. 50 €, répéta Don. Allez, messieurs dames. Ce coffre-fort à lui seul vaut quelque chose à la ferraille. Pierre leva la main. Plus par pitié pour le commissaire-priseur que par réel intérêt. 50 ? Don le désigna. 50 pour le monsieur. Ai-je 60 ? Encore le silence. Les autres enchérisseurs s'étaient déjà dirigés vers le box suivant, considérant celui-ci comme sans valeur. Une fois, dit Don sans enthousiasme. 2 fois. Adjugé pour 50 € à l'enchérisseur 73. Pierre cligna des yeux. Il avait gagné. Puis Don ajouta, plus 50 € de frais d'adjudication. Cela fait 100 au total. 1 heure plus tard, Pierre se tenait seul devant le box 347, clé en main, contemplant son achat. À la lumière du matin, le coffre-fort semblait encore moins prometteur. La rouille couvrait la majeure partie de sa surface. Des toiles d'araignée le drapaient comme des rideaux abandonnés. Il mesurait environ 1,20 m de haut et 90 cm de large, boulonné au sol en béton avec une quincaillerie si lourde et si ancienne qu'elle semblait faire partie des fondations.
Il s'approcha, passant la main sur le métal froid. La face avant présentait une serrure à cadran, du genre que l'on voit dans les vieux films, ternie mais intacte. Aucune marque d'identification, aucune étiquette de fabricant visible sous la décrépitude. Pierre essaya la poignée, pour la forme, solidement verrouillée. La plupart des gens auraient tourné les talons, limité leur perte, peut-être appelé un ferrailleur pour emporter la chose. Mais Pierre sortit son téléphone et prit une photo. Puis une autre sous un angle différent. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi. Peut-être était-ce le professeur en lui, toujours curieux de l'histoire, des récits enfermés dans des lieux oubliés. Ou peut-être était-ce plus simple que ça. Peut-être était-ce juste quelque chose à faire. Il verrouilla le box et rentra chez lui, l'image de ce coffre-fort rouillé occupant ses pensées. Ce soir-là, il imprima les photos et les étala sur sa table de salle à manger, les étudiant comme il étudiait autrefois les documents historiques avec ses élèves. Il y avait quelque chose à son sujet, quelque chose qui murmurait une importance sous les couches de négligence. Monique frappa à sa porte à 19h, portant un autre gratin. « Alors, tu es allé à cette vente aux enchères » demanda-t-elle, repérant immédiatement les photos. « Oui, » admit Pierre. « J'ai remporté un box. Il y a un coffre-fort à l'intérieur. » Monique se pencha sur la table, examinant les images. Il a l'air ancien. Militaire, peut-être. Tu vois ces charnières? C'est de la quincaillerie de qualité gouvernementale. Tu crois? Mon défunt mari travaillait aux approvisionnements pour le département. J'ai vu assez de surplus gouvernementaux pour les reconnaître. Elle se redressa, lui lançant un regard pensif. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore, dit Pierre. Essayez de l'ouvrir, je suppose. Sois prudent, l'avertit Monique. Les vieux coffres-forts peuvent être piégeux. Tu pourrais avoir besoin d'un professionnel. Après son départ, Pierre resta seul avec les photos, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La curiosité, un but, une petite flamme d'intérêt pour ce que le lendemain pourrait apporter. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha des informations sur l'ouverture de vieux coffres-forts, sur les serrures anciennes et les combinaisons oubliées. Les heures passèrent sans qu'il s'en aperçoive. Dehors, l'obscurité tomba sur Beaumont-sur-Loire, et à l'intérieur, Pierre Dubois se surprit à planifier son lendemain pour la première fois depuis très longtemps. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis son dernier jour de classe. Il prit son petit déjeuner debout au comptoir, des œufs brouillés et du pain grillé consommés rapidement tout en révisant ses notes de recherche de la nuit précédente. Le consensus en ligne semblait clair, les vieux coffres-forts comme celui qu'il avait acheté pouvaient être ouverts avec de la patience, les bons outils et la volonté d'apprendre. Il rassembla du matériel dans son garage, un stéthoscope qu'il avait acheté des années auparavant lorsque Léo étudiait la médecine avant de passer à l'informatique, un carnet, une lampe de poche et sa boîte à outils. À 9h, il était de retour au centre de stockage de Chinon, se garant devant le box 347 avec la détermination d'un homme se lançant dans une expédition. Le soleil de septembre lui chauffait le dos alors qu'il levait la porte métallique. Le coffre-fort attendait, exactement comme il l'avait laissé, n'ayant pas l'air plus prometteur à la lumière du jour que la veille. Pierre sortit une chaise pliante de son coffre et la positionna devant le coffre-fort, s'installant comme un étudiant se préparant à une longue séance d'études. D'abord, il nettoya. À l'aide de chiffons et de nettoyants en spray, il essuya des décennies de poussière et de toiles d'araignée, révélant davantage de métal en dessous. La rouille était superficielle dans la plupart des endroits, découvrit-il. Sous la décrépitude, le coffre-fort semblait structurellement sain. Le cadran tournait doucement lorsqu'il le testa, ce qui semblait être un bon signe. Il plaça le stéthoscope contre la porte métallique et commença à tourner lentement le cadran, écoutant les clics et les accros qui pourraient indiquer les bons numéros. C'était un travail minutieux, exigeant concentration et patience. Les heures s'écoulèrent. Son dos lui faisait mal à force de se pencher en avant. Ses doigts étaient endoloris par la manipulation soigneuse du cadran. Mais Pierre s'en moquait. Pour la première fois depuis des mois, son esprit ne tournait pas en rond autour de souvenirs douloureux ou n'imaginait pas de conversation avec des enfants qui n'appelaient pas. Il était présent, engagé, travaillant à quelque chose de tangible. À midi, il fit une pause pour le déjeuner, mangeant un casse-croûte dans sa voiture tout en lisant d'autres articles sur son téléphone sur la manipulation de coffre-fort.
La technique s'appelait la manipulation, apprit-il, une méthode qui reposait sur le ressenti et l'écoute des mécanismes internes des serrures. Certains coffres-forts pouvaient être ouverts de cette manière en quelques heures. D'autres prenaient des jours où s'avérait impossible sans perçage. Il retourna à sa chaise, au cadran et au stéthoscope, au lent processus d'élimination. La fin de l'après-midi apporta la première véritable percée, un clic distinct à ce qu'il pensait être le 3e numéro de la combinaison. Il le nota soigneusement dans son carnet, sentit une vague d'encouragement et continua à travailler. À 17 heures, son enthousiasme avait diminué. Les autres numéros refusaient de se révéler. Il verrouilla le box et rentra chez lui, frustré mais pas vaincu. L'enseignement lui avait appris que les problèmes complexes aidaient rarement à une seule session de travail. Demain, il essaierait à nouveau. Ce soir-là, Léo appela. Pierre faillit laisser tomber son téléphone de surprise. « Salut, papa » dit Léo, sa voix portant le ton distrait de quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois. « Je prends juste des nouvelles. »« Comment vas-tu » ?»« Je vais bien » répondit Pierre, essayant de ne pas paraître trop impatient. « Très bien, en fait. »« Et toi ? Comment va Manon ?»« Occupé. Le travail est dingue en ce moment. On lance un nouveau produit le mois prochain. » Le bruit de fond suggérait que Léo appelait du bureau. « Manon te dit bonjour. Dis-lui bonjour de ma part. » Pierre hésita, puis décida de partager. « Je suis allé à une vente aux enchères de garde-meubles hier. J'ai remporté un box avec un vieux coffre-fort dedans. J'essaie de l'ouvrir. »« Un coffre-fort » Léo semblait légèrement plus intéressé. « Il y a quelque chose dedans ? » ?»« Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre comment faire. »« Eh bien, bonne chance avec ça. Écoute, papa, je dois filer à une réunion, mais je voulais appeler. Ça fait trop longtemps. » Pierre acquiesça, bien que la conversation n'ait duré que 3 minutes. « Appelle quand tu veux, Léo. Je suis toujours là. On fera ça. Prends soin de toi. » La ligne se coupa. Pierre posa le téléphone, ressentant le mélange familier de gratitude pour l'appel et de déception pour sa brièveté. Mais au moins, Léo avait pris contact. C'était déjà ça. Il passa la soirée à faire plus de recherches, imprimant des schémas de mécanismes de coffre-fort, prenant des notes sur différentes approches qu'il pourrait essayer. Quand il se coucha finalement après minuit, son esprit était rempli de gorges et de combinaisons de serrures plutôt que de solitude. Le schéma se poursuivit pendant 3 jours de plus. Pierre arrivait au garde-meuble chaque matin, travaillait tout l'après-midi, rentrait chez lui pour rechercher et planifier. Il devint plus habile à manipuler le cadran, plus à l'écoute des sons subtils et des résistances qui indiquaient des progrès. Le coffre-fort devint moins un obstacle et plus une énigme qu'il apprenait à résoudre. Monique prenait de ses nouvelles chaque soir, amusée par sa nouvelle obsession. « Tu as meilleure mine » observa TL le mercredi soir. Moins l'air d'un fantôme hantant sa propre maison. « Je me sens mieux » admit Pierre. « C'est bien d'avoir un projet. »« Juste un projet ?» Monique sourit d'un air entendu. « Ou es-tu curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ?»« Les deux, je suppose. » Pierre lui montra son carnet rempli de chiffres et de notes. « Je crois que j'ai 3 des numéros de la combinaison. Il me manque juste le dernier. »« Ton père bricolait avec les serrures, » dit soudain Monique. « Tu le savais ? Je me souviens l'avoir vu à ta table de cuisine il y a des années, démontant des cadenas et les remontant. Jean, c'était son nom, n'est-ce pas ? » Pierre hocha la tête, un souvenir qu'il avait oublié depuis des décennies refaisant surface. Son père à la table de la cuisine, des outils étalés, expliquant comment fonctionnait une serrure, tandis que le jeune Pierre regardait, fasciné. C'était l'une des rares fois où Jean semblait vraiment présent, engagé, désireux de partager quelque chose de lui-même. « J'avais oublié ça, » dit Pierre doucement. « On a démonté une vieille serrure ensemble une fois. Il m'a montré comment les goupilles s'alignaient. »« C'est peut-être pour ça que tu es si déterminé avec ce coffre-fort, » suggéra Monique. « Une partie de toi s'en souvient. » Cette nuit-là, Pierre ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser à ce souvenir, aux mains patientes de son père démontrant la mécanique d'une serrure, à la chaleur rare dans la voix de Jean cet après-midi-là. Quoi d'autre avait-il oublié ?
Quels autres moments avaient été ensevelis sous le poids de la distance habituelle de son père? Le jeudi matin arriva avec des nuages gris, promettant de la pluie. Pierre faillit rester à la maison, mais quelque chose le ramena à Chinon, au box 347, et au coffre-fort qui avait consumé sa semaine. Il travailla avec une concentration renouvelée, le souvenir de son père guidant ses mains alors qu'il manipulait le cadran. À 14h30, alors que la pluie commençait à crépiter sur le toit métallique du garde-meuble, Pierre l'entendit, un dernier clic, définitif. Son cœur battait la chamade alors qu'il tournait délicatement la poignée. Elle bougea. La lourde porte s'ouvrit en grinçant, un bruit de métal qui avait été scellé pendant des décennies. Pierre se rassit, les mains tremblantes, et attrapa sa lampe de poche. Le faisceau traversa l'obscurité à l'intérieur du coffre-fort, révélant des piles de documents, de vieilles photographies, des boîtes en métal, tous soigneusement conservés et en attente. Le souffle de Pierre se coupa alors qu'il sortait le premier objet, un dossier en carton, jauni par le temps mais intact. Estampillé sur le devant à l'encre rouge passée, les mots projet Sentinelle, confidentiel. En dessous, écrit d'une main qu'il reconnut sur les cartes d'anniversaire et les quelques notes, Jean Dubois. Le nom de son père, l'écriture de son père, les secrets de son père, enfermés et oubliés jusqu'à ce moment. Pierre resta assis sur sa chaise pliante, le dossier sur ses genoux, la pluie tombant plus fort dehors. Il l'ouvrit avec des mains précautionneuses et commença à lire sur un homme qu'il pensait avoir connu, découvrant qu'il n'avait rien su du tout. Assis dans la faible lumière du garde-meuble, Pierre contemplait les documents étalés sur le sol en béton tandis que la pluie martelait le toit métallique. Le dossier du projet Sentinelle contenait des fiches de personnel, des schémas techniques, une correspondance sur papier à en-tête officielle et des photographies qui semblaient documenter une vie que son père n'avait jamais mentionnée. Il saisit délicatement le premier objet, un badge d'identité militaire plastifié, jauni par l'âge mais toujours lisible. La photo montrait un Jean Dubois plus jeune, peut-être dans la trentaine, les cheveux plus foncés et une expression sérieuse qui en faisait un étranger. Le badge l'identifiait comme ayant une habilitation de sécurité pour un certain poste de recherche 7, avec des dates allant de 1968 à 1973. Poste de recherche 7. Pierre n'avait jamais entendu son père en parler. Jean avait toujours décrit son travail de manière vague comme étant de la communication pour l'armée, impliquant un travail de bureau, de la paperasse, rien de particulièrement intéressant ou confidentiel. Ce badge suggérait tout autre chose. Pierre sortit d'autres documents, les disposant par ordre chronologique, son esprit de professeur organisant automatiquement l'information. Des schémas techniques montraient ce qui semblait être du matériel de surveillance, des microphones, des enregistreurs, des stations d'écoute. Des correspondances entre divers fonctionnaires discutaient de sujets, de cibles et d'opérations de surveillance intérieure. Ces mots firent se nouer l'estomac de Pierre. Surveillance intérieure. À la fin des années 60 et au début des années 70, il connaissait suffisamment l'histoire pour comprendre ce que cela signifiait. Le gouvernement espionnant ses propres citoyens pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire française. Une série de photographies attira son attention. Elle montrait son père avec d'autres hommes, tous en civil, devant des bâtiments quelconques sans marque d'identification. Sur une photo, Jean se tenait à côté d'une femme que Pierre ne reconnaissait pas, tous deux tenant des dossiers et semblant être en pleine conversation. La femme avait peut-être 40 ans, les cheveux foncés tirés en arrière, portant un tailleur professionnel. Quelqu'un avait écrit au dos de la photo, JD et Dr Lefebvre, 1970. Pierre mit la photo de côté et continua à parcourir le dossier. Il trouva une lettre datée de septembre 1972, tapée sur du papier à en-tête officielle et adressée à Jean par quelqu'un identifié uniquement comme Colonel Morrison. Le langage était formel, bureaucratique, mais certaines phrases sautaient aux yeux, la nécessité de la compartimentation pour la sécurité opérationnelle, protéger les membres de la famille par une distance appropriée, votre demande de transfert a été notée et sera traitée. Son père avait demandé un transfert pour sortir du projet Sentinelle, et la lettre semblait suggérer que garder ses distances avec sa famille faisait partie du travail, du protocole de sécurité. Les mains de Pierre tremblaient en tenant la lettre. Toutes ces années, toute cette distance, la façon dont son père avait semblé émotionnellement absent même lorsqu'il était physiquement présent. Était-ce intentionnel? Jean avait-il repoussé sa famille, non par désintérêt, mais dans une tentative mal avisée de protection? La pluie s'intensifia. Pierre le remarqua à peine. Il sortit son téléphone et commença à tout photographier, le badge, les lettres, les schémas,
les photos. Il travailla méthodiquement, s'assurant que chaque image était claire et lisible, les organisant dans des dossiers sur son téléphone. 1 heure passa, puis 2. La lumière extérieure commença à faiblir, et Pierre réalisa qu'il était assis sur le béton froid depuis la majeure partie de l'après-midi. Son dos lui faisait mal, ses genoux protestaient quand il se leva, mais il ne pouvait se résoudre à partir. Pas encore. Il rassembla soigneusement une sélection de documents, les plaça dans un dossier qu'il avait apporté, et referma le reste dans le coffre-fort. Le garde-meuble était devenu plus qu'un simple achat. C'était maintenant une archive, une fenêtre sur un passé dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. En rentrant chez lui sous la pluie, l'esprit de Pierre tournait à plein régime. Il devait comprendre ce qu'avait été le projet Sentinelle, ce que son père avait fait, pourquoi ces documents avaient été cachés. Le tampon, confidentiel, sur les dossiers le rendait nerveux. Mais son père était mort depuis 40 ans. Il ne pouvait sûrement y avoir aucun mal à ce qu'un fils découvre le passé de son père. Chez lui, il étala les documents sur la table de sa salle à manger, la même table où il avait corrigé des copies pendant des décennies, où Sarah avait payé les factures et où les enfants avaient fait leurs devoirs. Maintenant, elle contenait des secrets qui transformaient tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha « Projet Sentinelle Surveillance Guerre froide ». Rien de spécifique n'apparut. Il essaya des variantes. Surveillance intérieure France années 70, programme de surveillance gouvernementale guerre froide. Cela donna des résultats, des articles sur les renseignements généraux, le SDC, et d'autres programmes qui avaient ciblé des militants pacifistes, des leaders de mai 1968 et des journalistes. Le projet Sentinelle avait-il été similaire? Son père avait-il participé à l'espionnage de citoyens français exerçant leurs droits? Pierre se renversa sur sa chaise, nauséeux. Jean Dubois avait été un homme discret, conservateur dans ses opinions politiques, mais pas extrémiste, quelqu'un qui croyait au devoir et au service. Aurait-il pu participer à quelque chose d'illégal? Quelque chose qui violait les principes mêmes qu'il prétendait défendre? La sonnette retentit, sortant Pierre de ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 20h30. Monique se tenait sur son porche, tenant un parapluie contre la pluie. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone, dit-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. J'ai appelé 3 fois. Est-ce que ça va? Pierre réalisa que son téléphone était toujours en mode silencieux depuis le garde-meuble. Je suis désolé. J'étais distrait. Entre. Monique entra, secouant l'eau de son parapluie. Elle suivit Pierre jusqu'à la salle à manger et s'arrêta en voyant les documents étalés sur la table. Oh, mon Dieu! Tu l'as ouvert. Cet après-midi. Pierre fit un geste vers les papiers. Mon père était impliqué dans une sorte de programme de surveillance classifié. J'essaie de comprendre ce que c'était. Monique s'approcha, examinant les documents sans les toucher. Son expression devint sérieuse en lisant. Pierre, ils sont marqués et confidentiels. Es-tu sûr que tu devrais les avoir? Ils concernent mon père. Ils étaient dans un garde-meuble que j'ai légalement acheté. Même en le disant, Pierre entendit la défensive dans sa propre voix. Ça n'a peut-être pas d'importance pour le gouvernement. Monique le regarda avec une réelle inquiétude. Si ces documents sont toujours classifiés, les posséder pourrait être illégal. Tu dois être prudent. Mon père est mort depuis 40 ans. C'est de l'histoire ancienne. Une histoire que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal à garder secrète. Monique montra l'une des lettres. Celle-ci mentionne la sécurité opérationnelle, la compartimentation. Ce ne sont pas juste de vieux dossiers, Pierre. C'est le genre de secret que les gouvernements n'aiment pas voir exposé. Pierre voulait écarter ses inquiétudes, mais il n'y parvenait pas tout à fait. Monique avait raison. Les tampons, confidentiels, le langage prudent, le coffre-fort caché. Quelqu'un avait pensé que ces documents étaient assez importants pour être enfermés. Que penses-tu que je devrais faire? Demanda-t-il. Parler à un avocat, ou au moins être très prudent sur à qui tu en parles. Monique lui toucha doucement l'épaule. Je sais que tu veux comprendre ton père, mais ne te mets pas en danger en le faisant. Après son départ, Pierre resta seul avec les documents, pesant ses options. Il pouvait tout remettre dans le coffre-fort, tourner les talons, laisser le passé enterré. Ce serait le choix prudent,
le choix sûr. Mais il pensa au visage de son père sur cette vieille photo, à la distance qui avait défini leur relation, au fait de mourir sans jamais vraiment connaître l'homme qui l'avait élevé. Il pensa à Chloé et Léo, au silence qui grandissait entre eux, au schéma qui se répétait de génération en génération. Non, il ne tournerait pas les talons. Pas encore. Pierre trouva une entrée de journal glissée entre deux dossiers, manuscrite sur du papier ligné jauni par le temps. L'écriture de son père était petite, précise, datée de mars 1973. Aujourd'hui, j'ai brûlé les ponts. J'ai demandé un transfert immédiat à un poste de liaison civile. Morrison a essayé de m'en dissuader, a dit que j'étais précieux pour l'opération, mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas continuer à surveiller des gens bien qui n'ont rien fait de mal, sauf remettre en question leur gouvernement. Pour le bien de Pierre, pour le bien de ma famille, je dois devenir ordinaire. Qu'il pense que je suis juste un autre homme qui n'a pas supporté la pression. Mieux vaut ça que la vérité. Pierre le lut 2 fois. Puis une 3e fois. Son père avait choisi de partir. Avait choisi une vie ordinaire plutôt que ce que le projet Sentinelle offrait. Et il l'avait fait pour sa famille. La distance entre eux apparut soudainement sous un jour différent. Non pas un abandon, mais une protection, aussi mal avisée soit-elle. Son père avait pensé qu'être ordinaire, être quelconque, les protégerait de ce dans quoi il avait été impliqué. Pierre prit son téléphone et appela Chloé. Il tomba sur sa messagerie vocale. « Salut, ma chérie. C'est papa. Je sais que tu es occupée, mais je voulais entendre ta voix. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose sur Papy Jean. Quand tu auras le temps, j'aimerais t'en parler. Tu me manques. Je t'aime. » Il essaya ensuite Léo, avec le même résultat, laissa un message similaire. Puis il retourna au document, déterminé à reconstituer toute l'histoire de ce que son père avait fait, et pourquoi cela leur avait coûté si cher. Le lendemain matin, Pierre retourna au garde-meuble avec une lampe de travail portable et de meilleures fournitures d'organisation. Il avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant de questions sur son père et le projet Sentinelle. Maintenant, à la lumière claire du jour, il était déterminé à cataloguer tout ce que le coffre-fort contenait. Il travailla systématiquement, photographiant chaque document avant de le mettre de côté, créant des piles organisées par date et par type. Fiches de personnel, spécifications techniques, rapports de surveillance. Puis, dans une boîte en métal scellée vers le fond du coffre-fort, il trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Des bandes magnétiques à bobines. 6 d'entre elles, chacune dans son propre boîtier de protection, étiquetées avec des dates de 1970 et 1971. Une bande était marquée « Entretien 7, sujet 23 » de l'écriture de son père. Pierre tenait la boîte, sentant son poids. C'était des enregistrements de quoi? De qui? Les possibilités le mettaient mal à l'aise, mais il savait qu'il devait écouter. Trouver un lecteur de bande magnétique en état de marche s'avéra plus difficile que prévu. Il se rendit dans 3 magasins d'électronique avant que quelqu'un ne lui suggère d'essayer les brocantes. En début d'après-midi, Pierre se trouvait dans une boutique poussiéreuse de Beaumont-sur-Loire, négociant avec le propriétaire un magnétophone qui semblait plus vieux que Pierre lui-même. 50 €, dit le propriétaire. Et c'est une bonne affaire. Ces choses sont des objets de collection maintenant. Pierre paya sans discuter et emporta la machine chez lui comme un trésor. Il l'installa sur sa table de salle à manger, enfila la première bande avec des mains légèrement tremblantes, et appuya sur play. Le grésillement remplit la pièce, puis s'éclaircit. 2 voix émergèrent, un homme et une femme ayant ce qui ressemblait à une conversation décontractée dans un bistrot. Ils discutaient de syndicalisme dans une usine locale, d'une réunion à venir, d'inquiétudes concernant les représailles de la direction. La conversation était banale, sans intérêt, le genre de discussion qui a lieu dans les bistrots de toute la France chaque jour. Puis Pierre entendit une 3e voix, clinique et détachée, parlant par-dessus la conversation. Sujet 23, identifié comme Robert Martinez. Rencontre avec la militante syndicale connue Janet Hoffman. La discussion porte sur l'article 12, droit et stratégie de négociation collective. Évaluation, les sujets ne représentent aucune menace immédiate, mais justifient une surveillance continue. Pierre arrêta la bande, l'estomac retourné. C'étaient des enregistrements de surveillance. Son père et ses collègues avaient écouté des conversations privées,
documentant les activités de citoyens français dont le seul crime semblait être d'exercer leurs droits constitutionnels. Il se força à continuer. La deuxième bande contenait une autre conversation interceptée, cette fois entre des militants planifiant une manifestation pacifiste. La troisième mettait en scène des journalistes discutant d'un article sur un scandale de corruption gouvernementale. Chaque enregistrement était accompagné de la même voix off froide et analytique, catégorisant et évaluant des personnes qui n'avaient rien fait d'illégal. Au moment où Pierre termina la quatrième bande, il se sentait physiquement malade. Son père avait fait partie de ça. Jean Dubois, qui avait appris à son fils à respecter la République, qui avait parlé fièrement des libertés françaises, avait participé à la surveillance systématique de citoyens exerçant ces mêmes libertés. Mais ensuite, Pierre trouva autre chose. Glissées entre les boîtiers de bande, des notes manuscrites, des pages et des pages de l'écriture précise de son père. Elles semblaient être des analyses des enregistrements, mais le ton était différent des voix off. Sujet 23, Robert Martinez, lisait une note. Ouvrier d'usine, père de 3 enfants, essayant d'améliorer les conditions de ses collègues. Pas de casier judiciaire, pas de liens extrémistes. Aucune justification pour la surveillance. Ce n'est pas du renseignement. C'est du harcèlement. Une autre note, datée de plusieurs mois plus tard, écoutez 3 autres enregistrements aujourd'hui. Des manifestants pacifistes planifiant une manifestation pacifique. Des journalistes enquêtant sur une faute gouvernementale légitime. Des militants des droits civiques organisant l'inscription sur les listes électorales. Ces gens n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Ce n'est pas protéger la France. C'est trahir ce que la France est censée être. Pierre se renversa sur sa chaise, un soulagement l'envahissant. Son père avait remis cela en question, avait vu la faillite morale de ce qu'il faisait. Les notes documentaient une crise de conscience croissante qui correspondait à l'entrée de journal que Pierre avait trouvée la veille. Il continua à chercher dans le contenu du coffre-fort et découvrit une correspondance entre son père et d'autres membres de l'équipe. Plusieurs lettres exprimaient des doutes similaires. Un nom apparaissait à plusieurs reprises, Dr Hélène Lefebvre. Elle semblait être la psychologue en chef du projet, et plusieurs lettres étaient des échanges entre elle et Jean sur les implications éthiques de leur travail. Pierre chercha Hélène Lefebvre en ligne. Il trouva un avis de décès de 2018. Elle avait été professeure à Sciences Po Paris pendant 30 ans après avoir quitté la fonction publique. L'avis mentionnait son travail sur l'éthique du renseignement et son plaidoyer pour la transparence des opérations gouvernementales. Une recherche plus approfondie révéla que le docteur Lefebvre avait écrit ses mémoires en 2005, intitulé « Conscience et classification, mes années dans le renseignement ». Le livre était épuisé, disponible uniquement chez des libraires de livres rares à des prix élevés. Pierre commanda un exemplaire d'occasion sans hésiter, payant pour une livraison express. Pendant qu'il attendait l'arrivée du livre, il continua à cataloguer le contenu du coffre-fort. Il créa une chronologie de l'implication de son père dans le projet Sentinelle, retraçant la progression de la recrue enthousiaste en 1968 à l'agent désabusé demandant un transfert en 1973. Les documents brossaient le portrait d'un homme pris entre le devoir et la morale, entre l'obéissance aux ordres et le respect de sa conscience. Léo appela tard ce soir-là. Pierre répondit à la première sonnerie. « Salut, papa. J'ai eu ton message. » Léo semblait fatigué mais engagé. « C'est quoi cette histoire sur papy ?» Pierre donna une version soigneusement éditée, le garde-meuble, le coffre-fort, la découverte que Jean avait travaillé sur des projets gouvernementaux classifiés pendant la guerre froide. Il ne mentionna pas les bandes de surveillance ni les préoccupations éthiques. Pas encore. Pas au téléphone. C'est assez cool, dit Léo, et Pierre pouvait entendre un intérêt sincère dans la voix de son fils. Papy avait toujours l'air si ordinaire. C'est bizarre de penser qu'il avait toute cette vie secrète. C'est exactement ce que je ressens, admit Pierre. Comme si je le rencontrais pour la première fois. Écoute, papa. Léo marqua une pause. Manon et moi, on en parlait. On n'a pas été très doués pour garder le contact. C'est de notre faute, pas de la tienne. J'aimerais venir te voir le week-end prochain si tu es libre. Voir un peu de ce que tu as trouvé. La gorge de Pierre se serra d'émotion. J'adorerais ça, Léo. Vraiment. Super. Je t'enverrai un texto quand on sera sur la route. Une autre pause.
Et papa. Je suis content que tu aies trouvé ça. Tu as l'air différent. Mieux. Après avoir raccroché, Pierre resta assis dans la maison silencieuse, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. L'espoir que son fils veuille renouer le contact. L'espoir que ce mystère puisse combler la distance entre eux. L'espoir que comprendre les choix de son père puisse l'aider à faire de meilleurs choix avec ses propres enfants. Le lendemain, les mémoires d'Hélène Lefebvre arrivèrent. Pierre passa l'après-midi à les lire, fasciné par son récit prudent et mesuré de son travail dans le renseignement pendant la guerre froide. Elle écrivait sur la tension entre sécurité et liberté, sur les opérations qui franchissaient les lignes éthiques, sur les agents qui luttaient avec ce qu'on leur demandait de faire. Un chapitre intitulé « Les résistants de l'intérieur » discutait des collègues qui documentaient les abus et tentaient de changer le système de l'intérieur. Elle ne citait jamais de nom, mais Pierre reconnut les descriptions. Un passage en particulier retint son attention, un collègue est venu me voir un jour avec des preuves de violation constitutionnelle au sein de notre programme. Il avait tout archivé, chaque opération de surveillance illégale, chaque ciblage d'innocents. Il voulait aller au Parlement pour exposer ce que nous faisions. Je lui ai conseillé la prudence, connaissant le coût personnel du lancement d'alerte, mais il était déterminé. Quelqu'un doit arrêter ça, m'a-t-il dit. Quelqu'un doit choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Je n'ai jamais su ce qu'il est advenu de sa documentation, mais j'ai toujours admiré son courage. Pierre fixa la page, sa conviction grandissant. Son père n'avait pas seulement documenté les abus, il avait prévu de les exposer. Le coffre-fort n'était pas seulement une police d'assurance. C'était une preuve soigneusement préservée, destinée à prouver ce qu'avait vraiment été le projet Sentinelle. Il trouva la fille d'Hélène Lefebvre mentionnée dans l'avis de décès, Sandrine Lefebvre, avocate spécialisée dans les droits civiques à Paris. Après une heure de recherche, Pierre localisa son adresse e-mail via le site web de son cabinet d'avocat. Il rédigea un message, le réécrivit 3 fois, pour finalement opter pour quelque chose de simple et direct. Chère Madame Lefebvre, mon nom est Pierre Dubois. Mon père, Jean Dubois, a travaillé avec votre mère sur un projet classifié au début des années 1970. J'ai récemment découvert des documents qui suggèrent qu'ils se connaissaient professionnellement. J'essaie de comprendre le travail de mon père et j'ai pensé que la perspective de votre mère pourrait m'aider. Si vous êtes disposé à me parler, je vous en serai profondément reconnaissant. Respectueusement, Pierre Dubois. Il joignit une photo de la photo montrant son père avec le docteur Lefebvre et cliqua sur Envoyer avant de pouvoir se raviser. Ce soir-là, Monique passa. Pierre lui montra les notes de son père, remettant en question la surveillance, la correspondance avec le docteur Lefebvre, les preuves de sa crise morale croissante. Ton père était un homme bien dans une mauvaise situation, dit doucement Monique. C'est plus difficile que d'être un homme mauvais ou un homme bien dans une bonne situation. Il a dû choisir. Et il a choisi de partir, dit Pierre. Nous a choisi plutôt que le travail. Il l'a fait, sourit Monique. C'est peut-être ça la vraie histoire. Pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a refusé de continuer à faire. Pierre hocha la tête, sentant le poids des choix de son père peser sur ses épaules. Jean avait fait des sacrifices que Pierre commençait seulement à comprendre, et maintenant, Pierre devait décider quoi faire de l'héritage que son père lui avait laissé. Sandrine Lefebvre répondit en moins de 24 heures. Son email était professionnel mais chaleureux, exprimant sa surprise et son intérêt pour la découverte de Pierre. Elle suggéra un appel téléphonique, et le soir même, Pierre se retrouva à parler à une femme qui pourrait détenir les réponses dont il avait désespérément besoin. Ma mère a mentionné un certain Jean plusieurs fois au fil des ans, dit Sandrine, sa voix mesurée et réfléchie. Elle ne m'a jamais donné de détails. Elle prenait ses habilitations de sécurité au sérieux, même des décennies plus tard. Mais j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qu'elle respectait, quelqu'un qui s'était levé quand d'autres ne l'avaient pas fait. Pierre décrivit les documents qu'il avait trouvés, les bandes de surveillance, les notes de son père remettant en question les opérations. Sandrine écouta sans l'interrompre, et Pierre pouvait l'entendre prendre des notes à l'autre bout du fil. Cela correspond à ce que ma mère a laissé entendre, dit-elle quand il eut terminé. Elle a porté la culpabilité de ce programme jusqu'à sa mort. Dans ces dernières années, elle parlait d'hommes bons piégés dans un mauvais système, d'agents qui avaient essayé de résister de l'intérieur. A-t-elle gardé des archives ? Demanda Pierre.
Quoi que ce soit qui pourrait m'aider à comprendre ce qu'était vraiment le projet Sentinelle. Sandrine resta silencieuse un moment. Elle a fait don de ses papiers aux archives de Sciences Po Paris. Ils sont sous-scellés jusqu'en 2030, selon ses instructions. Mais en tant que sa plus proche parente, j'y ai accès. Une autre pause. Je serai prête à les partager avec vous. Ma mère croyait en la transparence concernant les abus du gouvernement. Je pense qu'elle voudrait que quelqu'un connaisse toute l'histoire. Ils convinrent de se rencontrer à Paris la semaine suivante. Pierre raccrocha, se sentant plein d'énergie, plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il raconta à Monique la conversation, le voyage prévu. « Sois prudent », l'avertit Monique, mais elle sourit en le disant. « Et je suis contente que tu fasses ça. Tu avais besoin de croire à nouveau en quelque chose. » Le samedi arriva, et avec lui, Léo et sa femme, Manon. Pierre les regarda depuis la fenêtre alors qu'ils entraient dans l'allée, son cœur plein d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Quand son fils était-il venu pour la dernière fois? 8 mois? Plus? Les retrouvailles furent maladroites au début, le genre de conversation guindée qui se produit lorsque des gens qui s'aiment ont laissé passer trop de temps. Mais la chaleur de Manon aida à détendre l'atmosphère. Elle posa des questions sur la maison, sur les changements que Pierre avait faits depuis la mort de Sarah, sur le jardin qui avait été autrefois la fierté de Sarah. « Les rosiers ont du mal », admit Pierre. « Je ne suis pas un grand jardinier. »« On t'aidera avec eux avant de partir », promit Manon. « Sarah voudrait qu'on s'en occupe. » Après le déjeuner, Pierre les emmena au garde-meubles. Les yeux de Léo s'écarquillèrent quand il vit le coffre-fort, maintenant ouvert, son contenu soigneusement organisé dans des boîtes que Pierre avait apportées de la maison. « C'est incroyable, papa », dit Léo, s'agenouillant pour examiner les documents. Tout ça a été juste là pendant des décennies, apparemment. Pierre lui tendit le dossier du projet Sentinelle. Ton grand-père a fait partie de quelque chose de grand, de controversé. Léo lut les dossiers avec l'attention concentrée qu'il réservait habituellement au code. Manon regarda par-dessus son épaule, posant de temps en temps des questions qui montraient qu'elle suivait. Quand Léo trouva la liste codée, une liste d'agents utilisant des noms de code, il sortit son téléphone. C'est fascinant, dit-il en photographiant les pages. Regarde ça. Ils ont utilisé un chiffre de substitution pour les noms. Je parie que je peux décoder ça avec une analyse de fréquence. Pierre sentit une vague de fierté en regardant son fils travailler. La façon dont l'esprit analytique de Léo s'engageait dans l'énigme. Ils passèrent l'après-midi à parcourir les documents ensemble, père et fils connectés par un mystère qui s'étendait sur plusieurs générations. « Pourquoi penses-tu que papy a gardé tout ça ?» demanda Léo alors qu'il fermait le box. « Une assurance, peut-être » dit Pierre, ou une preuve. Je pense qu'il prévoyait d'exposer ce qu'il faisait. Ce soir-là, au dîner chez Pierre, ils parlèrent de Jean, le grand-père que Léo n'avait jamais connu. Pierre raconta des histoires qu'il n'avait pas racontées depuis des années, sur l'homme silencieux qu'avait été son père, sur la distance qui avait défini leur relation. J'ai toujours pensé qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à nous, admit Pierre. Maintenant, je réalise qu'il gardait ses distances exprès. Il pensait que ça nous protégerait. Léo posa sa fourchette, son expression sérieuse. Papa, je dois te dire quelque chose. Manon et moi, on essaie d'avoir un bébé. Depuis un moment maintenant. Le souffle de Pierre se coupa. Léo, c'est merveilleux. On ne savait pas quand te le dire, ajouta Manon, prenant la main de Léo. Les choses ont été si distantes entre nous tous, mais être ici, voir ces trucs sur ton père, ça nous a fait réaliser qu'on ne veut pas que nos enfants grandissent sans connaître leur grand-père. Je ne veux pas ça non plus, dit Pierre, la voix étranglée par l'émotion. Vous m'avez tellement manqué tous les deux. La conversation qui suivit fut curative d'une manière que Pierre n'avait pas prévue. Ils parlèrent de la distance qui s'était installée après la mort de Sarah, du deuil et de la culpabilité, et des façons dont les familles s'éloignent. Léo s'excusa de ne pas avoir appelé plus souvent. Pierre s'excusa de ne pas avoir tendu la main, d'avoir supposé que ses enfants ne voulaient pas de ses nouvelles. On veut toujours de tes nouvelles, dit fermement Léo. On a juste été mauvais pour le montrer. Le dimanche matin, avant de partir, Léo tendit un dossier à Pierre. J'ai travaillé sur cette liste hier soir, j'ai décodé environ 18 des 23 noms. Pierre l'ouvrit, parcourant la liste.
Beaucoup de noms ne lui disaient rien, mais plusieurs sautèrent aux yeux. Gérard Vidal, le juge. Le même, confirma Léo. Et Patricia Simons, elle était directrice adjointe de la DGSE dans les années 90. Il y a aussi Raymond Burch. Il dirige l'une des plus grandes entreprises de sous-traitance de la défense du pays maintenant. Pierre fixa la liste, sentant le poids de ce qu'elle représentait. Ce n'étaient pas seulement des personnages historiques. C'étaient des gens avec un pouvoir et une influence actuelle, des gens qui pourraient ne pas vouloir que leur implication dans le projet Sentinelle soit exposée. « Papa, » dit Léo avec précaution, « si tu penses rendre ça public, tu dois être prudent. Ces gens ont des ressources, des relations. Ils pourraient rendre les choses difficiles. » « Je sais. » Pierre plia soigneusement la liste décodée. « Mais ton grand-père a tout risqué pour documenter ça. Ne lui dois-je pas de finir ce qu'il a commencé ?» Léo le serra dans ses bras avant de partir. Une vraie étreinte qui dura plus longtemps que les brèves étreintes obligatoires de ces dernières années. « Promets-moi juste d'être intelligent. » Parle à un avocat. Ne fais rien d'irréfléchi. Après leur départ, Pierre resta dans l'allée, regardant jusqu'à ce que leur voiture disparaisse. La maison semblait moins vide que depuis des mois, remplie maintenant de la chaleur d'une famille qui se reconnecte. Il entra et sortit la lettre de son père, celle écrite en 1989, un an avant la mort de Jean. Pierre l'avait lue tant de fois qu'il pouvait en réciter des passages de mémoire, mais il avait besoin de la relire pour comprendre ce que son père voudrait qu'il fasse maintenant. Une ligne ressortait, comme toujours. « J'espère que tu ne trouveras jamais ceci, mais si c'est le cas, sache que chaque moment où je t'ai repoussé, je protégeais la personne que j'aimais le plus. Pardonne-moi si tu le peux. » Pierre traça les mots avec son doigt. Son père avait sacrifié la connexion pour offrir la protection. Avait vécu avec la solitude pour garder sa famille en sécurité. Le poids de ce sacrifice pesait sur la poitrine de Pierre. Mais les temps étaient différents maintenant. Son père était mort depuis 40 ans. La guerre froide était terminée. Le danger était sûrement passé. La vérité pouvait sûrement enfin être dite. Pierre ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email à Sandrine confirmant leur rencontre à Paris. Il joignit plusieurs documents clés, les crypta selon les instructions de Léo, et les envoya avec une note « Je pense que mon père prévoyait de devenir un lanceur d'alerte. Je pense que c'est ce qu'est vraiment ce coffre-fort, une preuve qu'il a préservé pour exposer le projet Sentinelle. J'ai besoin de savoir si j'ai raison. » Il appuya sur « Envoyer » et se renversa sur sa chaise, sentant les premiers frémissements de la peur mêlée à sa détermination. Léo avait raison. Rendre cette information publique pourrait avoir des conséquences. Mais rester silencieux semblait être une trahison de tout ce que son père avait défendu. Cette nuit-là, Pierre rêva de son père. Dans le rêve, Jean était assis à la table de la cuisine, démontant une serrure tandis que le jeune Pierre regardait. Mais quand Jean leva les yeux, son expression n'était pas distante. Il souriait, et ses yeux étaient pleins de fierté. « Tu l'as trouvé, » dit le Jean du rêve. « Maintenant, tu dois décider quoi en faire. C'est la partie difficile, mon fils. C'est toujours la partie difficile. » Pierre se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de sa chambre et la réponse de Sandrine qui attendait dans sa boîte de réception. « J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Nous devons parler en personne. Je peux vous rencontrer ce mercredi à Paris. Ce que vous avez trouvé est plus important que vous ne le réalisez. » Le mercredi matin, Pierre était dans un TER pour Paris, une mallette pleine de documents sur ses genoux. Il avait choisi le train plutôt que la voiture, voulant du temps pour réfléchir, pour se préparer à ce que Sandrine pourrait lui dire. Le paysage défilait par sa fenêtre, les champs cédant la place aux banlieues, les banlieues à l'étalement de la capitale. Sandrine avait suggéré de se rencontrer dans un café près de Sciences Po Paris, un endroit calme où ils pourraient parler. Pierre arriva en avance, commanda un café qu'il ne but pas, et attendit avec l'énergie nerveuse d'un étudiant avant un examen important. Elle arriva exactement à l'heure, une femme posée dans la cinquantaine, avec les yeux intelligents de sa mère et une poignée de main ferme. Ils s'installèrent dans une banquette d'angle, et Sandrine ne perdit pas de temps. « Racontez-moi tout, » dit-elle, depuis le début. Pierre la guida à travers la vente aux enchères, l'ouverture du coffre-fort, sa compréhension croissante de ce dans quoi son père avait été impliqué. Il lui montra les documents qu'il avait apportés, les fiches de personnel, les notes de son père,
la correspondance entre Jean et Hélène Lefebvre. Sandrine examina chaque pièce attentivement, son expression devenant plus sérieuse à mesure qu'elle lisait. Lorsqu'elle arriva aux notes manuscrites de Jean remettant en question les opérations de surveillance, elle leva les yeux avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Ma mère parlait de lui, dit-elle doucement. Elle n'a jamais utilisé son nom, mais elle m'a parlé d'un agent qui était venu la voir avec des inquiétudes sur le programme, qui avait commencé à tout documenter, les violations constitutionnelles, la surveillance illégale, le ciblage politique. » Sandrine toucha doucement les notes. « C'est son écriture. »« Oui, c'est mon père. »« Il était courageux, » dit Sandrine. S'exprimer dans cet environnement demandait un vrai courage. Le milieu du renseignement ne pardonne pas facilement aux lanceurs d'alerte. Elle sortit son téléphone et montra à Pierre des photos de documents des archives de sa mère. Lettres, mémos, évaluations psychologiques, tous relatifs au projet Sentinelle. Un dossier en particulier fit battre le cœur de Pierre. Il était simplement étiqueté « Berger 7, Jean Dubois ». Berger 7 était son nom de code, expliqua Sandrine. Ma mère tenait des dossiers détaillés sur tous les agents qu'elle évaluait. Le dossier de votre père est remarquable. Elle fit défiler des images de rapports tapés, des évaluations trimestrielles s'étalant de 1969 à 1973. Les premières évaluations louaient la compétence et la fiabilité de Jean, mais les rapports ultérieurs montraient une préoccupation croissante. Le sujet montre une détresse morale croissante concernant la sélection des cibles, lut Pierre à voix haute d'une évaluation, remet en question les paramètres de la mission, exprime des doutes sur la base constitutionnelle des opérations de surveillance. Ma mère documentait sa crise de conscience, dit Sandrine. Regardez ça. Elle lui montra une note manuscrite, jamais officiellement classée, datée de mars 1972. L'écriture d'Hélène Lefebvre était nette, précise. Jean m'a approché aujourd'hui en toute confiance. Il a tout documenté. La surveillance illégale, les violations constitutionnelles, le ciblage politique de citoyens respectueux des lois. Il a fait des copies de tout, les a stockées quelque part en sécurité. Il veut aller au Parlement, veut exposer ce que nous faisons. Je l'ai déconseillé, l'ai averti des conséquences personnelles et professionnelles. Mais il a dit, quelqu'un doit arrêter ça. Quelqu'un doit choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Je crains pour lui. Je crains ce qu'ils feront s'ils découvrent ses plans. Mais je l'admire aussi plus que je ne saurais le dire. Les mains de Pierre tremblaient en tenant le téléphone de Sandrine. Son père avait prévu d'aller au Parlement, de devenir un lanceur d'alerte, de tout risquer pour exposer la vérité. L'a-t-il fait? Demanda Pierre. A-t-il témoigné? L'expression de Sandrine était pensive. Ma mère croyait qu'il l'avait fait, mais anonymement. En 1973, des enquêteurs parlementaires ont reçu des documents qui ont contribué à déclencher les enquêtes de la commission d'enquête sur les abus du renseignement. Les sources n'ont jamais été publiquement identifiées, mais les documents comprenaient des détails que seul quelqu'un à l'intérieur du projet Sentinelle aurait pu connaître. Elle afficha des coupures de presse sur sa tablette, des articles de 1973 sur les enquêtes sénatoriales sur la surveillance intérieure, sur les auditions sur les abus du renseignement. La chronologie correspondait exactement au moment où Jean avait quitté le programme. Votre père ne se contentait pas de documenter les abus, dit Sandrine. Il travaillait activement pour les arrêter. Ce coffre-fort que vous avez trouvé n'était pas une police d'assurance. C'était ses archives. Sa preuve qu'il a essayé de faire ce qui était juste. Pierre se renversa, submergé par la révélation. Toutes ces années de distance, d'absence émotionnelle. Son père avait porté ce fardeau, protégeant sa famille des conséquences de ses choix. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Sandrine, son ton devenant plus prudent. Certaines des personnes sur cette liste que votre fils a décodées. Elles ont un pouvoir considérable maintenant. Si cette information devient publique, elles riposteront durement. Léo m'a averti de la même chose. Votre fils a raison de s'inquiéter. Sandrine se pencha en avant. Mais je pense que vous devriez envisager de publier cette information. Le public mérite de savoir ce qui a été fait en son nom. Ma mère le croyait. C'est pourquoi elle a fait don de ses papiers à Sciences Po, pourquoi elle a écrit ses mémoires. La transparence sur les abus passés aide à prévenir ceux à venir. Mais comment le publier en toute sécurité? Demanda Pierre.
Je ne veux pas mettre ma famille en danger. Nous travaillons avec des journalistes spécialisés dans la responsabilité historique. Nous passons par les canaux légaux appropriés pour déclassifier ce que nous pouvons. Nous construisons une coalition, historiens, avocats des libertés civiles, anciens responsables du renseignement qui soutiennent la transparence. Sandrine sortit une carte de visite. Voici une de mes collègues, Stéphanie Moreau. C'est une avocate spécialisée dans ce genre d'affaires. Elle peut vous protéger légalement pendant que nous travaillons à la déclassification. Pierre prit la carte, sentant le poids de la décision peser sur lui. Il pensa à son père, au courage qu'il avait fallu pour s'opposer à tout l'appareil du renseignement, au sacrifice que Jean avait fait, repoussant les personnes qu'il aimait pour les garder en sécurité. Mais les temps avaient changé. Son père était mort depuis 40 ans. La guerre froide était terminée. La prescription, morale sinon légale, était sûrement passée pour punir les gens d'avoir exposé des méfaits. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Pierre. Parler à mes enfants. M'assurer qu'ils sont d'accord avec le risque. Bien sûr. Sandrine sourit. Mais Pierre, votre père serait fier de vous. Le simple fait de trouver ça, d'essayer de le comprendre, d'envisager de faire ce qui est juste. Cela demande le même courage qu'il avait. Ils passèrent une autre heure à parcourir les documents, comparant les notes de Jean et d'Hélène, reconstituant toute l'étendue du projet Sentinelle. Il avait été plus vaste que Pierre ne l'imaginait, avec des tentacules atteignant les salles de rédaction, les universités, les organisations militantes à travers le pays. Des milliers de Français avaient été surveillés sans mandat, leurs conversations privées enregistrées, leur vie perturbée, tout cela au nom de la sécurité nationale. Dans le train du retour, Pierre regarda par la fenêtre en pensant à l'héritage. Son père lui avait laissé plus que des documents. Il lui avait laissé un choix, le même choix que Jean avait affronté en 1972, rester silencieux et en sécurité, ou parler et risquer les conséquences. Pierre sortit son téléphone et appela Chloé. Elle répondit après 3 sonneries, l'air surpris. « Papa, tout va bien ? » « Je suis dans un train de retour de Paris, » dit Pierre. « J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Papy Jean, qui m'a aidé à comprendre ce dans quoi il était impliqué. » Et la voix de Chloé portait une curiosité sincère. « C'était un héros, ma chérie. Un vrai. Il s'est opposé à des gens puissants quand il aurait été plus facile de rester silencieux. » Pierre marqua une pause, l'émotion lui serrant la gorge. « Je pense suivre son exemple, mais je voulais te le dire d'abord. M'assurer que tu es d'accord. » Il y eut un long silence. Puis Chloé dit, « Papa, je rentre à la maison. Mon mariage est terminé. On demande le divorce. J'ai besoin de temps pour savoir ce que je vais faire, et je veux le faire à Beaumont-sur-Loire, avec toi. » « Ta chambre est prête, » dit immédiatement Pierre. « Elle est toujours prête. Je serai là la semaine prochaine. » La voix de Chloé s'adoucit. « Et papa, quoi que tu décides pour les affaires de papy, je te soutiens. » On dirait qu'il était courageux. Peut-être que c'est de famille. Après avoir raccroché, Pierre resta assis, son téléphone à la main, regardant la campagne de l'Île-de-France défiler. Sa fille rentrait à la maison. Son fils renouait le contact. L'histoire de son père était enfin comprise. Tout changeait. Tout ça à cause d'un garde-meuble à 100 € et du courage d'ouvrir ce qui avait été enfermé. Il envoya un texto à Léo, rencontrer Sandrine Lefebvre. Ton grand-père était un lanceur d'alerte. Il a essayé d'exposer le projet Sentinelle. Je pense finir ce qu'il a commencé. Il faut qu'on parle. La réponse de Léo arriva rapidement, viens à Lyon ce week-end. Trouvons une solution ensemble. Manon veut t'aider aussi. On est une famille, papa. On fait ça en famille. Pierre sourit, les larmes brouillant sa vision. Oui, la famille. C'est de ça qu'il s'était toujours agi, comprendre la famille qui l'avait précédé, reconstruire la famille qui restait, protéger la famille qui pourrait venir. Quand il arriva chez lui ce soir-là, Monique l'attendait sur son porche. Alors, demanda-t-elle, comment ça s'est passé ? Mon père était un héros, dit simplement Pierre. Et je crois que je sais ce que je dois faire. Monique étudia son visage, puis hocha la tête. Alors fais-le. Mais fais-le intelligemment, et sache que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit.
Pierre passa cette nuit-là à organiser les documents, à faire des copies, à tout stocker dans plusieurs endroits sécurisés, comme Léo le lui avait appris. Il se préparait à quelque chose de grand, quelque chose qui honorerait la mémoire de son père et donnerait peut-être enfin à Jean Dubois la reconnaissance qu'il méritait. Le voyage du week-end à Lyon donna à Pierre le temps de réfléchir. Léo l'attendit à la gare et ils traversèrent la ville jusqu'à l'appartement que Léo et Manon partageaient dans un quartier rempli de jeunes professionnels et de cafés. Cela semblait à des mondes de Beaumont-sur-Loire, mais Léo semblait heureux ici, enraciné dans une vie qu'il avait construite. Au dîner, tous les trois étalèrent des documents sur la table de la salle à manger, le même rituel que Pierre avait accompli seul dans sa propre maison, maintenant partagé en famille. Léo avait approfondi son travail sur la liste codée, recoupant les noms avec les archives publiques, établissant des profils sur le devenir de ses anciens agents. « C'est plus gros qu'on ne le pensait, papa », dit Léo en montrant l'écran de son ordinateur portable. « Regarde ça. 5 d'entre eux ont occupé des postes dans les services de renseignement après la fin du projet Sentinelle. 3 sont passés dans la sécurité privée. 2 sont devenus juges. Et Gérard Vidal, qui était cardinal 1, dirige maintenant Vidal Security System. Ils ont des contrats de plusieurs milliards avec le ministère de la Défense. Ils sont tous restés liés au travail gouvernemental, observa Manon en étudiant la chronologie que Léo avait créée. Comme s'ils protégeaient quelque chose. Où était protégé, dit doucement Pierre. Si le projet Sentinelle était aussi illégal qu'il le semble, toutes les personnes impliquées avaient intérêt à le garder secret. Ils parlèrent tard dans la nuit, pesant les options. Léo voulait que son père consulte Stéphanie Moreau avant de faire quoi que ce soit de public. Manon suggéra qu'il contacte d'abord des historiens, pour construire une base académique pour les révélations. Pierre écouta leurs préoccupations, reconnaissant de leur engagement, de leur volonté de l'aider à porter ce fardeau. Dimanche matin, Chloé appela. Elle était arrivée à Beaumont-sur-Loire la veille, était entrée dans la maison avec sa vieille clé. « Je suis à la maison, papa, dit-elle, et Pierre pouvait entendre des larmes dans sa voix. La maison est si silencieuse sans toi ici. Je serai de retour demain, promit Pierre. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, ma chérie. Pour toujours, si tu veux. » Dans le train du retour lundi après-midi, Pierre passa en revue tout ce qu'il avait appris. Son père avait fait partie d'un programme de surveillance illégale, avait documenté ses abus, avait probablement témoigné anonymement devant le Parlement, et avait passé le reste de sa vie à vivre avec les conséquences de ses choix. Le coffre-fort avait été l'assurance de Jean, sa preuve qu'il avait essayé de faire ce qui était juste. Mais quelque chose tourmentait Pierre, une question qu'il n'arrivait pas à formuler. Si son père avait déjà témoigné, s'il avait déjà fourni des preuves aux enquêteurs parlementaires, pourquoi garder le coffre-fort scellé? Pourquoi ne pas détruire les documents une fois que la commission d'enquête avait fait son travail? Pourquoi tout préserver pendant des décennies après que la menace était censée être passée? La réponse lui vint alors que la campagne de la Bourgogne cédait la place au centre Val-de-Loire. Son père n'avait pas fini. Le témoignage avait été anonyme, les preuves fournies par des intermédiaires. Jean avait conservé le coffre-fort au cas où il aurait besoin de prouver qu'il était la source, au cas où quelqu'un aurait besoin de vérifier la vérité de ce qui avait été révélé, ou au cas où la première tentative n'aurait pas été suffisante. Pierre arriva chez lui et trouva Chloé dans la cuisine en train de préparer le dîner. La maison sentait l'ail et les herbes, comme autrefois quand Sarah était en vie. Sa fille semblait plus mince qu'il ne s'en souvenait, des ombres sous les yeux, mais elle sourit en le voyant. « Salut papa », dit-elle en le serrant fort dans ses bras. « J'ai fait ton plat préféré, le coq au vin. » Ils mangèrent ensemble, parlant de la fin de son mariage, du travail de consultante qu'elle détestait depuis des années, de son désir de trouver un travail qui ait du sens. Chloé avait toujours été motivée, ambitieuse d'une manière qui rappelait Sarah à Pierre. Mais quelque part en chemin, elle s'était perdue en poursuivant ce qu'elle pensait devoir vouloir. « Je pense reprendre mes études, dit-elle. Peut-être devenir thérapeute, aider les familles à surmonter leurs problèmes. » Elle rit, mais c'était un rire teinté de tristesse. « Dieu sait que j'ai de l'expérience avec les dysfonctionnements familiaux. » « Nous n'avons pas été dysfonctionnels, dit doucement Pierre. Nous avons été en deuil. Il y a une différence. » Après le dîner, il lui montra tout, les documents du coffre-fort, les bandes de surveillance, la correspondance entre Jean et Hélène Lefebvre. Chloé lut tout avec son esprit d'analyste, posant des questions pointues, faisant des liens que Pierre n'avait pas envisagés.
Papy essayait de te protéger, dit-elle finalement. Mais il essayait aussi de se protéger lui-même. S'ils avaient su qu'il était la source, ils auraient pu le détruire, l'accuser d'espionnage, le ruiner financièrement et légalement. Il nous a choisis, dit Pierre. A choisi la sécurité plutôt que la justification. Mais il a gardé les preuves, souligna Chloé. Il voulait avoir la possibilité de les rendre publiques s'il en avait besoin. Ce n'est pas juste une archive, papa. C'est une arme chargée qu'il n'a jamais utilisée. La métaphore dérangea Pierre, mais il en reconnut la justesse. Le coffre-fort était un levier, un pouvoir, une protection, tout cela attendant le bon moment ou la bonne personne pour l'utiliser. Le mardi matin apporta un email de Sandrine avec une pièce jointe qui changea tout. L'objet disait simplement « Vous devez voir ça ». Pierre ouvrit la pièce jointe, un document scanné des archives d'Hélène Lefebvre, daté de juin 1973. C'était une transcription, délavée mais lisible, marquée « Témoignage à huis clos, commission d'enquête sénatoriale, témoin anonyme ». Les mains de Pierre tremblaient en lisant. Le témoignage était détaillé, accablant, complet. Il décrivait la portée du projet Sentinelle, ses méthodes, ses cibles. Il nommait les responsables qui avaient autorisé le programme, les justifications légales qu'ils avaient tordues pour le faire paraître légitime, les violations constitutionnelles qu'ils avaient commises au nom de la sécurité nationale. Et tout au long du document, Pierre reconnut la voix de son père, le phrasé prudent, l'instinct du professeur pour expliquer clairement des idées complexes, la clarté morale qui avait marqué les notes privées de Jean. L'email de Sandrine continuait, « Ma mère a gardé ceci séparé des archives principales. Elle m'a dit un jour que c'était le document le plus important en sa possession, la preuve que quelqu'un avait essayé d'arrêter le projet Sentinelle de l'intérieur. Elle ne m'a jamais dit qui était le témoin, mais après avoir vu les documents de votre père, j'en suis certaine. C'est le témoignage de Jean Dubois. Il l'a fait, Pierre. Il s'est levé et a dit la vérité. » Pierre resta assis à sa table de salle à manger, lisant le témoignage 3 fois, les larmes coulant sur son visage. Son père l'avait fait, avait tout risqué pour exposer la vérité. La distance entre eux, l'absence émotionnelle. Tout cela avait été pour protéger Pierre des conséquences du courage de Jean. Chloé descendit, vit son père pleurer et s'assit à côté de lui. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui montra le témoignage. Elle le lut en silence, puis leva les yeux avec émerveillement. C'était un héros. Il l'était, murmura Pierre, et je ne l'ai jamais su. Cet après-midi-là, Pierre reçut un autre email, d'une adresse qu'il ne reconnaissait pas. Pas d'objet. Le message était bref et glaçant. Monsieur Dubois. Nous comprenons que vous avez récemment acquis certains documents relatifs au projet Sentinelle, un programme classifié des fins. Nous apprécions votre discrétion concernant ces documents. Cependant, nous estimons qu'il est important de discuter des implications légales de la possession de documents qui pourraient rester soumis à des restrictions de classification. Nous aimerions organiser une réunion à votre plus proche convenance pour résoudre cette affaire à l'amiable. Veuillez répondre dans les 48 heures. Bureau de l'inspecteur général, ministère de la Défense. Pierre fixa l'email, son cœur battant à tout rompre. Comment savait-il? Le garde-meuble, quelqu'un avait-il signalé les mentions confidentielles? Ou avait-il été moins prudent qu'il ne le pensait, laissant des traces numériques qui avaient déclenché des alertes? Il transféra immédiatement l'email à Sandrine et Léo, puis appela Stéphanie Moreau, l'avocate que Sandrine avait recommandée. Son assistante lui dit qu'elle le rappellerait dans l'heure. Chloé lut l'email par-dessus son épaule. « Papa, on dirait une menace. » « Je crois que c'en est une, » dit doucement Pierre. Une menace polie, mais une menace quand même. Il regarda par la fenêtre la rue des Érables, les maisons et les arbres familiers, le quartier ordinaire où il avait vécu pendant 35 ans. Quelque part là dehors, des gens observaient, des gens qui ne voulaient pas que les secrets du projet Sentinelle soient exposés, des gens avec du pouvoir et des ressources qui pouvaient lui rendre la vie très difficile. Mais Pierre pensa à son père, debout seul devant les enquêteurs parlementaires, disant la vérité malgré les risques. Jean avait été courageux quand le courage lui coûtait tout. Pierre pouvait-il en faire moins? Stéphanie Moreau rappela dans les 30 minutes. Sa voix était calme, professionnelle, rassurante. Monsieur Dubois, ne répondez pas encore à cet email. Ne communiquez pas du tout avec eux avant que nous ayons parlé stratégie.
Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? J'y serai, dit Pierre. Ce soir-là, Monique passa et trouva Pierre et Chloé assis en silence tendu à la table de la cuisine, l'email menaçant affiché sur l'ordinateur portable de Pierre. Ils savent, dit simplement Monique en lisant par-dessus l'épaule de Pierre. Comment? On n'est pas sûr, répondit Chloé. Peut-être que le garde-meuble a signalé les mentions confidentielles. Peut-être que papa a laissé une trace numérique qu'ils ont suivie. Ou peut-être que quelqu'un nous surveille depuis le début, dit doucement Pierre. Sandrine a dit que certains de ses anciens agents ont des ressources considérables. S'ils surveillaient toute mention du projet Sentinelle, mes recherches en ligne auraient pu déclencher des alertes. Monique s'assit lourdement. Que allez-vous faire? Rencontrer une avocate demain. Clarifier notre position juridique. Pierre regarda sa fille. Chloé, je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Ne le sois pas. La voix de Chloé était ferme. C'est la famille. C'est l'histoire. C'est important. Je ne vais nulle part. Cette nuit-là, Pierre dormit à peine. Il n'arrêtait pas de penser à son père, au courage qu'il avait fallu pour témoigner contre des gens puissants, pour tout risquer pour la vérité. Jean avait vécu le reste de sa vie en regardant par-dessus son épaule, en gardant sa famille à distance pour la protéger. Pierre était-il prêt à un tel sacrifice? Le bureau de Stéphanie Moreau occupait le dernier étage d'un immeuble moderne du centre de Lyon. Pierre était monté tôt en voiture, laissant Chloé tenir le fort à Beaumont-sur-Loire. Stéphanie elle-même était une femme aux yeux vifs, la quarantaine, les cheveux noirs tirés en un chignon pratique et un air de compétence qui mit immédiatement Pierre à l'aise. « Racontez-moi tout, dit-elle. Et Pierre le fit. Il la guida à travers la vente aux enchères, le coffre-fort, les documents, les bandes de surveillance, le témoignage de son père. Il lui montra l'email du ministère de la Défense, la correspondance de Sandrine, la liste décodée de Léo. Stéphanie écouta sans l'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes. Quand il eut terminé, elle se renversa sur sa chaise et l'étudia. « Monsieur Dubois, vous êtes tombé sur quelque chose d'important. Ces documents pourraient réécrire les archives historiques des opérations de renseignement de la guerre froide. Ils pourraient embarrasser des gens puissants et exposer des abus du gouvernement qui n'ont jamais été pleinement reconnus. »« Je sais, dit Pierre. C'est pourquoi je veux les publier. Et c'est pourquoi le gouvernement veut vous en empêcher. » Stéphanie tapota son stylo contre le bloc-notes. « Mais voilà. Vous avez une position juridique solide. Vous avez acheté ce garde-meuble légalement. Les documents étaient des biens abandonnés. Votre père est décédé, donc il n'est pas question que vous ayez volé du matériel classifié à un agent actuel. Donc je peux les publier légalement? Probablement, oui, bien que le gouvernement se battra. Ils invoqueront la sécurité nationale, prétendront que les documents sont toujours classifiés, menaceront de poursuites. Stéphanie se pencha en avant. Mais monsieur Dubois, j'ai déjà traité des cas comme celui-ci. Les menaces du gouvernement sont souvent plus bruyantes que leur position juridique réelle. Ils comptent sur l'intimidation parce que leurs arguments juridiques sont faibles. Que recommandez-vous? Nous passons à l'offensive. Nous déposons une demande formelle de déclassification des documents du projet Sentinelle. Nous soutenons que des documents aussi anciens sur des programmes disparus depuis longtemps ne servent aucun objectif de sécurité nationale en restant classifiés. Nous construisons une coalition, historiens, journalistes, organisations de défense des libertés civiles qui soutiennent la transparence. Et nous nous préparons à aller au tribunal si nécessaire. Pierre sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. La détermination mêlée à la peur, mais la détermination plus forte. Faisons-le. Stéphanie sourit. Bien, parce que je pense que votre père voudrait que vous finissiez ce qu'il a commencé. Maintenant, à propos de cet email du ministère de la Défense. Nous allons répondre, mais à nos conditions. Ils passèrent les 2 heures suivantes à rédiger une réponse. L'expertise juridique de Stéphanie façonnant chaque mot. Le message était poli, mais ferme. Pierre reconnaissait posséder les documents, affirmait son droit légal sur eux et demandait une réunion pour discuter de la déclassification plutôt que de la confiscation. Cela les met en garde, expliqua Stéphanie. Nous ne nous cachons pas, nous ne détruisons pas de preuves, nous n'avons pas peur. Nous nous engageons en tant qu'égaux avec une position juridique légitime.
Avant que Pierre ne parte, Stéphanie lui donna des instructions précises. Documentez tout. Gardez plusieurs copies dans plusieurs endroits sécurisés. Ne gardez jamais tous les originaux au même endroit. Et Monsieur Dubois, attendez-vous à ce qu'ils répondent rapidement. Ils n'aimeront pas être défiés. Le trajet de retour à Beaumont-sur-Loire donna à Pierre le temps de tout assimiler. Il le faisait vraiment, il s'attaquait au ministère de la Défense, défiait des gens puissants, exposait des secrets qui avaient été enterrés pendant des décennies. Une partie de lui n'arrivait toujours pas à y croire. Mais une autre partie, celle qui avait passé des semaines à découvrir le courage de son père, se sentait prête. Chloé l'attendait quand il rentra à la maison. « Alors ? On va de l'avant, dit Pierre. Stéphanie dépose la demande de déclassification. On monte un dossier juridique. Chloé le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, papa. » Ce soir-là, Léo appela avec des nouvelles. « Papa, j'ai creusé plus profondément dans ces noms de la liste. Gérard Vidal, le type qui dirige Vidal Security System, sa société a fait l'actualité récemment. Il y a une enquête en cours sur leurs pratiques de facturation. Des allégations selon lesquelles ils surfacturent le gouvernement depuis des années. Pourquoi est-ce important ? Parce que la révélation de son implication dans le projet Sentinelle pourrait faire capoter ses contrats gouvernementaux. Il a des milliards de raisons de garder ça secret. Léo marqua une pause. Et papa, il y a autre chose. J'ai trouvé un lien entre 3 des anciens agents. Ils siègent tous au conseil d'administration d'un groupe de réflexion sur la sécurité privée qui conseille le Parlement sur les questions de renseignement. Pierre sentit un frisson. Ils sont toujours connectés, toujours en train d'influencer la politique. Exactement. Ce ne sont pas juste de vieux hommes essayant de protéger leur réputation. Ce sont des gens avec un pouvoir actuel qui pourraient voir cette exposition comme une menace à leur influence continue. Après avoir raccroché, Pierre resta assis dans son bureau, réfléchissant à ce que Léo avait révélé. Il ne s'agissait pas seulement de vérité historique. Il s'agissait de structures de pouvoir actuelles, de gens qui avaient bâti leur carrière sur les fondations du projet Sentinelle et ne voulaient pas que ces fondations soient examinées de trop près. Le lendemain matin, Monique frappa à sa porte tôt. Elle avait l'air inquiète. « Pierre, il y a une voiture garée de l'autre côté de la rue. Elle est là depuis l'aube. 2 hommes en costume. Ils sont juste assis là, à regarder ta maison. » Pierre alla à la fenêtre et regarda. En effet, une berline sombre était garée sur le trottoir. 2 silhouettes visibles au siège avant. Tandis qu'il regardait, l'un d'eux leva un téléphone, prenant clairement des photos. « Ils envoient un message, » dit Chloé, venant se tenir à côté de lui. « Ils veulent que tu saches qu'ils te surveillent. » « Ça marche, » admit Pierre. « J'ai peur. » « Avoir peur, c'est intelligent, » dit Chloé. « Mais papa, pense à Papy Jean. Il avait peur aussi, mais il l'a fait quand même. » C'est ça, le courage. Pierre pensa à son père, témoignant devant le Parlement tout en sachant que sa carrière pouvait se terminer, que sa liberté pouvait lui être enlevée, que sa famille pouvait être blessée. Jean avait eu peur, lui aussi. Mais il avait fait ce qui était juste quand même. « Je dois appeler Stéphanie, » dit Pierre. « Et Sandrine. Nous devons accélérer notre calendrier. S'il surveille déjà, il pourrait prévoir une action plus agressive. » Le téléphone sonna avant qu'il ne puisse le décrocher. Le numéro de Stéphanie s'afficha à l'écran. « Monsieur Dubois, » dit-elle sans préambule. « Le ministère de la Défense a déposé une requête pour saisir vos documents. Il invoque des raisons de sécurité nationale. Nous avons une audience prévue la semaine prochaine. Nous devons nous préparer, et nous devons le faire vite. » Le tribunal de grande instance de Lyon était un imposant bâtiment de pierre et de verre, le genre d'architecture conçu pour rappeler aux citoyens le poids de la loi. Pierre se tenait sur les marches mardi matin, Stéphanie à ses côtés, Léo et Chloé l'encadrant. Monique était montée en voiture aussi, refusant de laisser Pierre affronter cela seul. Sandrine était avec eux, arrivée de Paris la veille au soir. « Prêt ? » demanda Stéphanie. Pierre hocha la tête, bien que ses mains tremblent légèrement. « Allons-y. » La salle d'audience était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, lambrissée et formelle, avec la juge Patricia Morrison présidant depuis un banc surélevé. Elle avait la soixantaine,
les cheveux argentés et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Pierre reconnut le nom de ses recherches. Morrison avait une réputation d'équité, mais aussi de prendre au sérieux les préoccupations de sécurité nationale. Le procureur représentant le gouvernement était un homme nommé Gerald Strauss, la quarantaine, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire impliquant des documents classifiés. Il présenta l'argument du gouvernement avec une aisance consommée. Madame la juge, les documents en possession de Monsieur Dubois sont marqués au confidentiel et restent soumis à ces restrictions, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis. Leur publication présente des risques pour la sécurité nationale, compromet des méthodes de renseignement qui pourraient encore être utilisées et viole les lois sur les informations classifiées. Nous demandons au tribunal d'ordonner la remise immédiate de tous les documents au ministère de la Défense. Stéphanie se leva, et Pierre sentit une vague de confiance en sa présence. Madame la juge, mon client a légalement acheté des biens abandonnés. L'ancien propriétaire est décédé, et ce depuis 40 ans. Ces documents décrivent des programmes qui se sont terminés en 1973, il y a plus de 50 ans. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve que la publication d'informations historiques sur des programmes disparus présente un risque de sécurité actuelle. Il s'agit de transparence et de responsabilité historique, pas de sécurité nationale. La juge Morrison écouta sans expression. Maître Strauss, pouvez-vous spécifier quels intérêts de sécurité nationale actuels sont menacés par ces documents ? Strauss se déroba. Les documents décrivent des méthodes et des relations de renseignement qui. Des méthodes vieilles de 50 ans, interrompit Stéphanie. Madame la juge, la commission d'enquête a exposé des programmes similaires il y a des décennies. Les services de renseignement se sont adaptés depuis longtemps. Ces documents sont des artefacts historiques, rien de plus. Ils contiennent des noms, rétorqua Strauss. Des agents dont l'identité reste classifiée. Des agents qui ont maintenant 70 ou 80 ans, beaucoup sont décédés, aucun n'est actuellement opérationnel. Stéphanie sortit un document. Nous avons préparé une analyse montrant que chaque nom dans ces fichiers est soit déjà public grâce à d'autres documents déclassifiés, soit appartient à quelqu'un qui n'est plus impliqué dans le renseignement. La juge Morrison leva la main. J'aimerais entendre Monsieur Dubois lui-même. Monsieur, pourquoi la publication de ces documents est-elle importante pour vous ? Pierre se leva, son cœur battant la chamade. Il ne s'attendait pas à parler, mais Stéphanie hocha la tête de manière encourageante. Madame la juge, mon père était Jean Dubois. Il faisait partie du projet Sentinelle, et il est devenu un lanceur d'alerte quand il a réalisé que le programme violait les droits constitutionnels des citoyens français. Il a témoigné devant le Parlement en 1973, anonymement, aidant à déclencher les enquêtes de la commission. Mais il a payé un prix pour ce courage. Il a passé le reste de sa vie à garder sa famille à distance, croyant que nous serions plus en sécurité si nous ne savions pas ce qu'il avait fait. La voix de Pierre se fit plus forte alors qu'il continuait. J'ai grandi en pensant que mon père était froid, distant, désintéressé de sa famille. Ce n'est qu'en trouvant ces documents que j'ai compris qu'il nous aimait assez pour nous repousser. Il nous a protégés en restant silencieux sur son propre héroïsme. Maintenant, il est mort depuis 40 ans. Et je pense qu'il est temps que son histoire soit racontée. Non pas pour embarrasser qui que ce soit ou compromettre la sécurité, mais pour honorer un homme qui a choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Le peuple français mérite de savoir qu'il y avait des agents comme mon père qui ont résisté de l'intérieur, qui ont documenté les abus, qui ont essayé d'arrêter des programmes qui trahissaient nos valeurs. La salle d'audience était silencieuse quand Pierre eut terminé. La juge Morrison l'étudia un long moment. Maître Strauss, je suis encline à convenir avec Maître Moreau que ces documents sont principalement historiques. Cependant, les mentions confidentielles me troublent. Je vais ordonner aux deux parties de travailler avec les agences compétentes pour déterminer quelles portions de ces documents peuvent être déclassifiées et quelles portions, le cas échéant, nécessitent réellement une protection continue. Madame la juge. Commença Strauss, mais Morrison leva la main. Ce n'est une victoire pour aucune des parties. Monsieur Dubois, vous ne publierez pas ces documents publiquement tant que l'examen de déclassification ne sera pas terminé. Maître Strauss, votre bureau accélérera cet examen et fournira une justification claire pour toute classification continue. Je veux que cela soit résolu dans les 90 jours. En attendant, Monsieur Dubois conserve la possession des documents sous le sceau du tribunal. Ils ne seront pas remis au gouvernement, mais ils ne seront pas non plus publiés.
Elle frappa son marteau. La séance est levée. Devant le palais de justice, Pierre sentit le poids de 90 jours peser sur ses épaules. Pas une victoire, pas une défaite, mais une continuation. C'est en fait une bonne chose, expliqua Stéphanie alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. La juge ne vous a pas ordonné de remettre les documents. C'est énorme. Et en exigeant du gouvernement qu'il justifie la classification continue, elle a mis le fardeau sur eux. Sandrine serra Pierre dans ses bras. Votre père serait fier. Vous vous êtes levé au tribunal et avez raconté son histoire. Il a fallu du courage. Léo et Chloé encadraient leur père, lui offrant un soutien silencieux. Monique lui serra simplement la main, comprenant sans mots. En quittant les marches du palais de justice, Pierre remarqua un agent près d'une voiture de l'autre côté de la rue. L'agent hocha la tête, ni menaçant, ni amical, juste un accusé de réception. Pierre lui rendit son salut. Le combat n'était pas terminé, mais Pierre avait pris la première vraie position, avait dit la vérité dans un lieu où la vérité comptait. Quoi qu'il arrive ensuite, il avait honoré la mémoire de son père, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait suffisant. L'article du Monde parut le dimanche suivant, et tout changea. Le papier était complet, équilibré et dévastateur. Il avait tissé l'histoire personnelle de Pierre avec le contexte historique plus large du projet Sentinelle, utilisant les documents qu'il avait fournis pour exposer un programme de surveillance qui avait ciblé des milliers de Français innocents. L'article comprenait des extraits du témoignage anonyme de Jean Dubois, maintenant attribué à lui pour la première fois, et citait ses notes manuscrites exprimant son angoisse morale face au travail. Le lanceur d'alerte qui est resté silencieux, comment Jean Dubois a exposé les abus du gouvernement puis a disparu dans l'obscurité, était le titre de la une. En quelques heures, il était en tendance sur les réseaux sociaux. Le lundi matin, d'autres médias reprenaient l'histoire. Le téléphone de Pierre n'arrêtait pas de sonner. Il était assis dans son salon, Chloé à ses côtés, regardant la couverture médiatique se propager. BFM TV diffusa un segment sur les programmes de surveillance de la guerre froide. France Inter interviewa des experts des libertés civiles qui louèrent le courage de Jean Dubois. Le Figaro publia un éditorial appelant à la déclassification complète des archives du projet Sentinelle. « Papa, tu l'as fait » dit Chloé, les yeux brillants. Le monde entier connaît Papy maintenant. Ils savent ce qu'il a fait. Mais l'attention n'était pas universellement positive. Des médias conservateurs se demandèrent si Pierre avait commis des crimes en possédant des documents classifiés. Des tribunes soutinrent que certains secrets étaient nécessaires, que l'exposition d'anciens programmes de renseignement mettait en danger les opérations actuelles. Gérard Vidal, le sous-traitant de la défense dont le nom figurait sur la liste décodée, publia une déclaration par l'intermédiaire de ses avocats niant toute malversation et menaçant de poursuites judiciaires contre les « révélations irresponsables ». Stéphanie appela en milieu de journée lundi. « Pierre, j'ai été contacté par 3 bureaux parlementaires différents. Ils veulent tenir des auditions sur le projet Sentinelle. Ils parlent de former une commission pour examiner quels autres programmes de la guerre froide pourraient encore être indûment classifiés. C'est une bonne chose ? C'est excellent. L'intérêt parlementaire met la pression sur l'exécutif. Cela rend beaucoup plus difficile pour eux de continuer à lutter contre la déclassification. » La voix de Stéphanie portait une excitation à peine contenue. « Vous avez créé une dynamique, Pierre. Une vraie dynamique pour la transparence. » Sandrine appela ensuite avec la nouvelle que Sciences Po prévoyait une exposition sur les lanceurs d'alerte du renseignement, mettant en avant l'histoire de Jean Dubois. Le rêve de ma mère était que la vérité sur ces programmes éclate. Vous avez rendu cela possible. Léo descendit de Lyon ce soir-là avec Manon. Ils apportèrent des plats à emporter et se rassemblèrent autour de la table de la salle à manger de Pierre, la même table où Pierre avait étalé pour la première fois les documents de son père des semaines auparavant, se sentant perdu et sans but. Maintenant, cette table contenait des journaux avec l'histoire de son père, la preuve imprimée que le courage de Jean Dubois n'avait pas été oublié. « J'ai des nouvelles » dit Léo en jetant un coup d'œil à Manon avec un sourire. Pierre reconnut le regard. Manon est enceinte. On l'a découvert la semaine dernière, mais on voulait te le dire en personne. Pierre se leva si vite que sa chaise grinça. Léo ? Oh mon Dieu, je vais être grand-père. Ils s'étreignirent. Et Pierre sentit les larmes couler sur son visage. La joie mêlée au chagrin que Sarah ne soit pas là pour partager ce moment. La gratitude qu'il allait rencontrer son petit enfant.
Le soulagement immense d'avoir renoué avec ses enfants à temps pour faire partie de leur vie. On veut l'appeler Thomas, dit Manon. Si c'est un garçon. D'après son arrière-grand-père. Pierre ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête, tenant son fils, pensant aux générations et à l'héritage et à la façon dont le courage pouvait résonner à travers le temps. Chloé serra son frère dans ses bras, puis se tourna vers Pierre. J'ai réfléchi. Je vais rester à Beaumont-sur-Loire, faire un master quelque part à proximité. Je veux être près de toi, papa. Je veux être là quand le bébé arrivera. Je veux qu'on soit à nouveau une famille. Nous sommes une famille, dit Pierre. Nous l'avons toujours été. On a juste oublié pendant un moment. Ce soir-là, après que Léo et Manon soient retournés à Lyon, après que Chloé soit allée se coucher, Pierre s'assit seul dans son bureau. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une feuille de papier vierge. Il y pensait depuis des jours, et le moment semblait venu. Il commença à écrire. Mon cher petit-fils, quand tu liras ceci, tu seras assez grand pour comprendre qui était Jean Dubois, l'homme dont tu portes le nom. Ton arrière-grand-père était un héros, bien qu'il n'ait jamais utilisé ce mot lui-même. Il a vu l'injustice et a parlé, même quand le silence aurait été plus facile et plus sûr. Il a payé un prix pour ce courage, vivant à distance des gens qu'il aimait, portant des secrets qui lui ont pesé jusqu'à sa mort. Mais il n'a jamais regretté d'avoir fait ce qui était juste. J'espère avoir assez bien appris cette leçon pour te la transmettre. Ton arrière-grand-père m'a appris que faire ce qui est juste n'est jamais facile, mais que ça en vaut toujours la peine. Sois courageux, sois bon, et quand tu vois quelque chose de mal, ne reste pas silencieux. Le monde a besoin de gens comme Jean Dubois. Des gens comme j'espère que tu deviendras. Avec tout mon amour, ton grand-père, Pierre. Il scella la lettre, écrivit, pour Thomas, sur l'enveloppe et la plaça dans son bureau. Un jour, dans des années, son petit-fils la lirait et connaîtrait l'histoire de l'homme dont il portait le nom. Pierre traversa sa maison, la voyant différemment maintenant. Pas vide, mais pleine. Pleine de souvenirs, pleine de possibilités, pleine de familles se guérissant et se reconnectant. Le silence qu'il avait étouffé des mois auparavant avait été remplacé par quelque chose de plus riche. La paix. Demain, il continuerait à travailler avec Stéphanie sur le processus de déclassification. Il coordonnerait avec Sandrine l'exposition de Sciences Po. Il répondrait aux questions des journalistes et témoignerait peut-être devant le Parlement s'il le demandait. Le travail d'honorer l'héritage de son père continuerait. Mais ce soir, Pierre Dubois se tenait dans la maison où il avait élevé ses enfants, sachant qu'il revenait vers lui, sachant qu'un petit enfant était en route, sachant que l'histoire de son père vivrait au-delà du coffre-fort qu'il avait caché si longtemps. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans ce garde-meuble. Pas un trésor, pas la richesse, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, la compréhension, un but, des liens et le courage de faire ce que son père aurait voulu. Le coffre-fort était vide maintenant, ses secrets libérés. Mais Pierre se sentait plus comblé qu'il ne l'avait été depuis des années. 6 mois plus tard, le début du printemps arriva à Beaumont-sur-Loire avec une chaleur qui ressemblait à une promesse. Pierre était dans son jardin, les mains sales de terre, restaurant le jardin de Sarah avec l'aide de Chloé. Les rosiers prospéraient à nouveau, des fleurs roses et blanches s'ouvrant au soleil. Chloé avait pris le projet à cœur avec détermination, faisant des recherches sur les variétés et les conditions du sol, ramenant la vie à une terre qui était restée en jachère. « Maman adorerait ça », dit Chloé en reculant pour admirer leur travail. Elle adorerait, acquiesça Pierre, sentant la présence de Sarah dans le jardin qu'elle avait tant aimé, dans la fille qui avait hérité de sa main verte et de sa force. À l'intérieur de la maison, les préparatifs allaient bon train. Léo et Manon arrivaient cet après-midi-là avec Thomas Dubois, âgé de 3 semaines, pour leur premier voyage à Beaumont-sur-Loire depuis la naissance du bébé. Monique cuisinait depuis des jours, remplissant le congélateur de pierres de gratin et de pâtisserie. Sandrine arrivait de Paris. Même Stéphanie venait, étant devenue plus une amie qu'une avocate au fil des mois de travail ensemble. Le processus de déclassification s'était achevé 2 semaines plus tôt. La juge Morrison avait statué que 90% des documents du projet Sentinelle pouvaient être rendus publics avec seulement des caviardages mineurs pour des informations réellement sensibles. Le ministère de la Défense avait choisi de ne pas faire appel. Le témoignage complet de Jean Dubois, ses notes, sa correspondance, tout cela serait conservé aux archives nationales, à la disposition des historiens et des citoyens.
L'exposition de Sciences Po avait ouvert en février, présentant l'histoire de Jean comme un récit central. Pierre avait assisté à l'inauguration, s'était tenu devant les vitrines contenant les documents de son père et avait regardé les visiteurs lire l'histoire de l'homme qui avait tout risqué pour exposer les abus du gouvernement. Une photographie de Jean, celle de 1975, son expression distante maintenant comprise comme un amour protecteur, ancrait l'exposition. Les auditions parlementaires avaient conduit à de nouvelles directives de transparence pour la déclassification des documents de renseignement de l'époque de la guerre froide. Plusieurs autres lanceurs d'alerte de cette période s'étaient manifestés, encouragés par l'histoire de Jean, partageant leur propre récit de résistance de l'intérieur. La compréhension publique de cette période était en train d'être réécrite, nuancée par les voix des personnes qui avaient essayé de faire le bien dans des circonstances difficiles. Gérard Vidal avait discrètement démissionné du conseil d'administration de sa société de défense, invoquant des raisons de santé. Deux autres anciens agents du projet Sentinelle avaient présenté des excuses publiques pour leur rôle dans le programme de surveillance. Le passé était reconnu, sinon entièrement réconcilié. Mais pour Pierre, la véritable transformation était plus simple et plus personnelle. Sa maison était de nouveau pleine. Chloé vivait à l'étage dans son ancienne chambre, poursuivant son master en conseil, rentrant pour les dîners de famille et les conversations tranquilles. Léo appelait plusieurs fois par semaine, envoyant des photos du bébé Thomas, planifiant des visites régulières. Le silence qui avait presque détruit Pierre avait été remplacé par la connexion, par une famille se guérissant à travers les générations. La sonnette retentit et Pierre se dépêcha d'ouvrir. Léo se tenait sur le porche, Manon à ses côtés, tenant un paquet enveloppé dans des couvertures bleues douces. Le petit-fils de Pierre, nommé en l'honneur d'un héros, entrait dans la maison où l'histoire de ce héros avait été cachée puis révélée. « Salut papa » dit Léo. « Dis bonjour à Thomas. » Pierre prit son petit-fils avec précaution, berçant la petite vie dans ses bras. Les yeux du bébé étaient fermés, son visage paisible, inconscient de l'héritage qu'il portait. Pierre sentit sa gorge se serrer d'émotion. 3 générations connectées par le courage et l'amour, par des secrets révélés et des blessures guéries. « Bienvenue à la maison, petit » murmura Pierre. « Tu portes le nom de quelqu'un d'extraordinaire. Je m'assurerai que tu connaisses son histoire. » L'après-midi se passa dans la chaleur et les rires. Monique s'occupa du bébé, des décennies d'amitié de voisinage faisant d'elle une grand-mère non officielle. Sandrine partagea des nouvelles d'autres archives en cours d'ouverture, d'autres histoires attendant d'être racontées. Stéphanie les mit au courant de sa nouvelle affaire, un autre lanceur d'alerte qu'elle représentait, inspiré par l'exemple de Jean Dubois. Alors que le soir approchait, Pierre se retrouva sur le porche avec Léo, regardant le soleil se coucher sur la rue des Érables. Son fils tenait le bébé Thomas, le berçant doucement, et Pierre se souvint d'avoir tenu Léo de la même manière il y a 30 ans, plein d'espoir et de crainte quant au genre de père qu'il serait. « Tu as fait quelque chose d'important, papa » dit Léo. « Pas seulement exposer le projet Sentinelle. Tu as rassemblé notre famille. Tu nous as montré ce qui compte. » « J'ai trouvé un garde-meuble » dit Pierre avec un sourire. « Tout le reste a suivi. Tu as trouvé plus qu'un garde-meuble. Tu as trouvé papy. Tu as trouvé un but. Tu nous as retrouvés. » Léo déplaça le bébé, jeta un coup d'œil à son père. « Et tu as donné à mon fils un nom à la hauteur duquel il faudra vivre. » À l'intérieur, Chloé appela pour dire que le dîner était prêt. Ils entrèrent ensemble, 3 générations se rassemblant autour de la table 4, en comptant le bébé Thomas endormi dans son couffin. Monique dit le bénédicité. Sandrine proposa un toast à Jean Dubois, et ils mangèrent ensemble avec l'aisance d'une famille qui avait retrouvé son chemin. Plus tard, après que tout le monde soit parti ou allait se coucher, Pierre se tint dans son bureau, regardant la photographie de son père. L'expression distante de Jean ne semblait plus froide. Elle semblait protectrice, aimante, sacrificielle. Un père faisant tout son possible pour garder son enfant en sécurité. « Je comprends maintenant » dit doucement Pierre à la photographie. « Et j'espère que tu comprends ce que j'ai fait. J'espère que tu serais fier. » Il pouvait presque entendre la réponse de son père, pouvait presque sentir l'approbation de Jean. Le coffre-fort avait été ouvert, les secrets révélés, la vérité dite. Et en le racontant, une famille avait été guérie, un héros honoré, et un homme seul avait retrouvé son chemin. Pierre éteignit la lumière et monta, passant devant la chambre de Chloé, où jouait une musique douce, passant devant la chambre d'amis où Léo et Manon dormaient avec leur fils.
Sa maison était pleine. Son cœur était plein. Le garde-meuble qui avait semblé n'être qu'une distraction, juste quelque chose pour remplir des heures vides, lui avait donné tout ce qui lui manquait. Parfois, le passé attend que nous soyons enfin prêts à y faire face. Et parfois, lorsque nous sommes assez courageux pour ouvrir ce qui a été enfermé, nous trouvons la chose même que nous cherchions depuis le début. Pierre se glissa dans son lit, écoutant les bruits de la famille dans sa maison, et dormit paisiblement pour la première fois depuis des années.